Donc nous vivons une ère nouvelle, l'ère de la jouissance à tout prix. L'actualité sombre de ces derniers mois n'a fait que montrer à la face du monde ce qui œuvrait en silence depuis une décennie. Le souvenir en France des émeutes en banlieue en 2005 paraît déjà bien loin, et pourtant, elle venait témoigner d'un mal-être, d'un malaise profond. Depuis quelque temps, nous assistons à un mouvement qui n'est pas sans rappeler cette lutte entre pulsion de vie et pulsion de mort, avec d'un côté des peuples qui se battent pour accéder à un niveau supérieur de civilisation en abattant les régimes totalitaires pour mettre en place une démocratie. La douce nomination de Printemps arabe en est un exemple, et de l'autre, les pays démocratiques font face à l'émergence des radicalismes de tous bords qui ne cessent de monter en puissance dans toute l'Europe, renforçant ainsi un processus de déconstruction plutôt que de construction. Si cela n'est pas aussi tranché, et nous en avons eu la preuve avec cette marche du 11 janvier 2015, un climat de tension règne, aggravé par la crise et le manque de perspectives d'avenir pour les jeunes et moins jeunes. Notre civilisation est donc ébranlée dans tous ces principes fondamentaux qui permettent un vivre ensemble possible. Quand il n'y a plus de leader positif vers qui se tourner, s'identifier, quand les valeurs symboliques ne maintiennent plus la cohésion des individus entre eux, donc je cite Freud dans Malaise dans la culture, la société de la culture est constamment menacée de désagrégation. Les hommes laissent libre cours à leurs passions, dont la haine, l'amour et l'ignorance constituent pour Lacan les trois passions fondamentales de l'être. Nous pouvons constater que notre société est en panne de créativité, en panne économique, en panne socialement, en panne de ce qui est source de progrès. Ce qui fait culture, force de progrès, ne semble plus avoir cours. En effet, une nouvelle façon de jouir est apparue du fait de notre modernité, du progrès de la science et du déclin du religieux. La jouissance se sert de ce qu'elle a à sa disposition et des gadgets, elle en a de plus en plus. Mais rien, dans la clinique quotidienne, ne nous indique pour autant une modification des structures freudiennes, à savoir névrose, psychose et perversion. L'apparition du DSM-5 n'y changera rien et n'apportera rien de nouveau, si ce n'est de renforcer l'égarement des médecins et des prescripteurs et alimentera une fois de plus les caisses de l'industrie pharmaceutique, seule grande gagnante. Car il faut bien le dire, un clinicien digne de ce nom ne trouvera ni phare ni lumière pour lui indiquer la voie à suivre, pour mener une cure avec le DSM et encore moins pour poser un diagnostic. Le travail du psychanalyste est plus que jamais convoqué, puisque la psychanalyse est la seule technique qui vise à supporter le transfert et ses composantes et amener une modification dans le mode de jouissance. Amener l'être à ne plus jouir de sa haine vis-à-vis de l'autre et vis-à-vis de lui-même, de son amour et de son ignorance, constitue la voie de sortie pour retrouver la possibilité de supporter les aléas de l'existence, de jouir autrement que d'une façon destructrice et d'avoir une relation humanisée au monde, puisque fondamentalement, la rencontre avec un psychanalyste humanise. Elle change radicalement la façon d'être aux autres et à soi, et si la psychanalyse est si malmenée par les médias et les pouvoirs publics, c'est peut-être parce qu'elle reste incomprise en ce qui concerne son champ opératoire, à savoir la jouissance du symptôme, c'est-à-dire qu'il produit une satisfaction que le sujet n'est pas prêt à lâcher si facilement. Si le champ de la jouissance a été nommé par Lacan le champ lacanien, c'est peut-être bien parce qu'elle constitue le point d'entrée, le point de butée, mais aussi le point de sortie de la psychanalyse. Alors comment le psychanalyste opère face à cette jouissance ? Y a-t-il disparition de l'autorité de transfert, comme le postule Charles Melman ? Face à ces nouvelles banalités de mode de jouir, que peut la psychanalyse ? La jouissance est une grande question qui ne peut seulement se traiter à coups de bistouri, de médicaments ou de castration chimique. Elle reste fondamentalement le champ opératoire du psychanalyste et nous suivrons pas à pas l'avancée freudienne, mais aussi lacanienne, pour tenter de témoigner de l'importance de la place du psychanalyste. Dans L'avenir d'une illusion, Freud soulignait déjà que la création de la culture ne peut s'édifier que sur la contrainte et le renoncement pulsionnel. C'est en renonçant à ces pulsions destructrices, ces pulsions qui puisent leur source dans l'infantile, que l'homme peut vivre avec l'autre côte à côte, qu'un espace public peut être délimité sans que qui que ce soit ne se sente menacé. Car comme l'écrit Freud,
Laisser libre cours à ses pulsions, à la nature, expose l'être à une satisfaction pulsionnelle sans limite et dont le tribut à payer est bien plus grand que celui imposé par la culture, puisqu'il peut le payer de sa vie. La culture a pour principe fondamental de nous défendre contre la nature. Elle exige des sacrifices de chacun et afin d'y remédier, la civilisation a créé des dédommagements symboliques comme les idéaux culturels, l'art ainsi que la religion. Freud classe cette dernière au plus haut rang des valeurs morales dans le maintien d'une civilisation. Pour l'auteur, la religion est issue du complexe d'Oedipe, je le cite, « La religion serait la névrose de contraintes universelles de l'humanité. La genèse psychique des représentations religieuses sont pour Freud, ce sont des illusions, accomplissements des souhaits les plus anciens, les plus forts et les plus pressants de l'humanité. L'effet attendu est un refoulement du pulsionnel qui préserverait du développement d'une névrose. » Donc je cite toujours Freud. « L'homme de croyance et de piété est éminemment protégé contre le danger de certaines infections névrotiques. L'adoption de la névrose universelle le dispense de la tâche de former une névrose personnelle. » Face au déclin du religieux, de la figure du père, qu'en est-il aujourd'hui ? Si Freud voit en la religion une voie protectrice contre la névrose personnelle puisqu'elle s'inscrit dans un processus de sublimation, il n'en va pas de même lorsqu'il s'agit de radicalisme religieux. Se détourner de la religion constitue un progrès dans le sens d'un processus de croissance et de développement si l'illusion n'est pas remplacée par une autre. Nous pouvons ici reprendre l'idée du déplacement du symptôme qui peut opérer en prenant d'autres formes, mais dont la racine est toujours présente. Il y a en effet une difficulté à faire avec le manque, par manque de castration, et réduire la fonction du symptôme dans l'économie psychique ne passe que par l'intervention du psychanalyste sur le signifiant. Quant à l'individu qui laisse tomber ses croyances religieuses, il se retrouvera comme l'enfant des aides qui doit se débrouiller seul après avoir quitté le domicile parental où il se sentait bien au chaud. Cet infantile est destiné à être surmonté. Freud le dit de manière beaucoup plus drôle, je trouve, dans le texte. C'est ce qui s'appelle grandir, grandir pour de vrai. Je cite Freud, « L'être humain ne peut pas rester éternellement enfant. Il faut qu'il finisse par sortir à la rencontre de la vie hostile. Il est permis d'appeler cela l'éducation à la réalité. Mais comment éduquer à la réalité lorsque les adultes se comportent comme des enfants ? Les enfants et les adolescents sont les premiers à payer le prix de cette absence de limite qui structure la vie psychique. Les parents, les instituteurs ainsi que les éducateurs ont de plus en plus de difficultés à poser une limite sans se culpabiliser. Nous pouvons observer dans la clinique de l'enfant et de l'adolescent une confusion des rôles entre l'enfant et l'adulte. La limite structure l'enfant, l'apaise, l'introduit dans la différence des sexes et des générations et pose la loi fondamentale de l'interdit de l'inceste. Aujourd'hui, nous assistons plutôt au retour de l'enfant roi qui commande à ses parents, impose ses désirs, conteste l'autorité de l'adulte dans la recherche d'une égalité de droits, annulant ainsi cette différence des sexes et des générations. Tous les principes organisateurs de la vie avec soi et avec l'autre sont contestés et contestables. Les adolescents avec qui je travaille dans le champ de la prévention scolaire des conduites à risque et addictives me témoignent régulièrement de cette absence de limite qu'ils recherchent et qu'ils réclament. À défaut de disposer d'une loi interne, d'un surmoi régulateur des interdits et de la limite, ils recourent à l'interdiction extérieure pour limiter cet excès pulsionnel non régulé. Opposition systématique face à l'adulte, demande de traitement d'égal à égal, passage à l'acte, banalisation de l'utilisation des objets bouche-orifice, écouteurs dans les oreilles, chewing-gum, écran, incapacité de différer le pulsionnel au prix d'un tout de suite, tout le temps, sont autant de comportements auxquels les adultes, mais surtout les parents, les premiers concernés, ont affaire dans la clinique avec l'adolescent. C'est d'ailleurs la meilleure clinique que je recommande pour s'exercer à ne pas tomber dans le rapport imaginaire. Car c'est bien cela qui est en jeu et les enfants et les adolescents sont les premiers à repérer les défaillances de l'adulte, surtout quand il ne tient pas la route. Donc c'est dans la famille que commence l'éducation à la réalité,
puisque celle-ci constitue la cellule germinale de la culture. Le malaise dans la culture est un texte très actuel qui témoigne du malaise ambiant que la société occidentale traverse. Freud signale déjà que le défi de l'humanité sera de trouver un équilibre entre les exigences pulsionnelles et individuelles et les revendications pulsionnelles de la masse. Revendications culturelles de la masse. Je le cite, « Il faut que la culture mette tout en œuvre pour assigner des limites aux pulsions d'agression des hommes pour tenir en soumission leurs manifestations réactionnelles psychiques. » Face au déclin des idéaux sur lesquels se fonde le refoulement, au déclin, voire à la ringardisation de la figure du père, la psychanalyse ne peut que se réinventer. Cet aléa de l'individu à la société, entre le moi et l'autre, ne peut qu'intéresser directement le psychanalyste, puisqu'interroger ce bouleversement sociétal revient à interroger l'individu qui vient nous rencontrer, qui n'est jamais seul, mais toujours en relation avec un autre, avant même sa venue au monde, comme le rappelle Freud dans Psychologie des masses et Analyse du moi en 1923. Donc la psychanalyse offre une voie possible puisqu'elle opère avec la singularité. Qui ne sait parler, apprendra. Qui manque de signifiant pour dire l'indicible, en construira. Qui est soumis à l'impératif de jouissance de la résistance du surmoi, jouit, y renoncera, si tel est son désir. Merci.